Les rencontres d'options, la revue de l'UGIC CGT, Clément Olivier. Été 2024, violences sexistes et sexuelles, la face cachée du travail, 3 podcasts en public enregistrés au CEDIAS Musée Social à Paris. Puisqu'on a vu que les violences sexuelles et sexistes concernent tout le monde et qu'on les a prises sous l'angle du travail, qui lui aussi nous touche toutes et tous, alors on se pose la question du rôle de celles et ceux qui représentent le monde du travail, à savoir les organisations syndicales, comment les syndicats, notamment les organisations de la CGT, se saisissent des VSST, comment interrogent-ils leur pratique syndicale à l'aune de ces problèmes et de la pratique aussi d'autres souvent complémentaires. Quel chemin reste à parcourir, quel droit à conquérir, quel dispositif à construire? Avec nous pour cette 3e table ronde, Emmanuelle Lavignac, bonjour. Bonjour. Secrétaire nationale de l'UGIC CGT, où vous participez notamment à son collectif Femmes Mixité et membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, le HCE. Côté confédéral de la CGT, Myriam Lebkiri, bonjour. Bonjour. Membre donc, du bureau confédéral de la CGT, vous êtes en charge de l'égalité femmes-hommes. Et puis 4 invités extérieurs à la CGT, Mathilde Cornette, bonjour. Bonjour. Juriste à la VFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, Clémence Pajot, bonjour. Bonjour. Directrice générale de la Fédération nationale des CIDFF, donc les centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Nathalie Pille, bonjour. Bonjour. Haute fonctionnaire de métier, vous êtes par ailleurs la présidente de TOUGAP, 2GAP, c'est comme ça que ça s'écrit. TOUGAP qui est une fédération de réseaux féminins et mixtes, et puis vous présidez également l'un de ces réseaux, Administration Moderne. Et puis Léa Chamboncel, bonjour. Bonjour. Éditorialiste politique, créatrice du média féministe Popol, où vous faites notamment des podcasts. Merci à vous 6 d'être avec nous pour cette table ronde qui va être assez riche et bien remplie. Emmanuelle Lavignac, commençons avec vous. Quand on dit les VSST, objet syndical, qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est le fait de dire que ça n'est pas qu'une question sociétale ou un sujet de mœurs, c'est un sujet social, Emmanuelle Lavignac? Oui, enfin, il faut expliquer aussi un petit peu que syndicalement et on va dire historiquement, et un peu partout dans la société, d'ailleurs ça ne concerne pas que les syndicats, tout ce qui était violence sexiste et sexuelle relevait de la sphère intime. On va dire qu'on considérait que c'est pas un sujet qu'on doit aborder. Ce qui se passe entre 2 personnes, même dans le milieu du travail, ça les regarde, etc., etc. Ce qui fait que ça a été longtemps un sujet pas prioritaire syndicalement, il faut le dire, il faut l'avouer. Même si la CGT a quand même contribué, bien avant MeToo, à s'occuper de ce sujet-là, mais d'une façon plus invisible, on va dire, notamment en travaillant avec le CNDF, collectif national sur le droit des femmes, à l'élaboration et même la réécriture de la loi sur le harcèlement sexuel, mais c'était un sujet dont on ne parlait pas déjà dans la société et syndicalement très peu. Et puis effectivement est arrivé MeToo, il faut l'avouer, et la révélation massive de la place des violences sexistes et sexuelles au travail comme ailleurs, mais pas que dans la rue ou dans la sphère intime, mais aussi au travail, fait que aujourd'hui, concrètement, on s'est fait d'ailleurs beaucoup aider par la VFT. On a commencé à la CGT à travailler, à former les élus ou les délégués syndicaux, à connaître, à être sensibilisés, à savoir ce que sont ces violences sexistes et sexuelles. Et étant donné qu'elle se déroule sur le lieu de travail et qu'on a compris aussi, toujours en travaillant avec les organisations féministes, les conséquences sur la santé, que ça touche 2 secteurs qui sont quand même prioritairement, et depuis l'origine du syndicalisme, le lieu de travail et la santé au travail, c'est un objet plus que syndical. Donc oui, on est très très légitime et aujourd'hui on essaye d'avancer, même s'il y a encore du chemin à faire, pour résoudre ce problème dans les boîtes et augmenter le rapport de force pour que les employeurs, surtout, le prennent en compte et qu'on puisse travailler dans des univers qui ne soient pas toxiques. Myriam Lebkiri, même question, les violences sexuelles et sexistes, ne pas en faire quelque chose d'accessoire dans le syndicalisme? Alors oui, non, c'est pas du tout quelque chose d'accessoire, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on travaille à tous les niveaux.
On travaille au niveau de l'entreprise, on travaille dans la CGT, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Donc au niveau de l'entreprise, au niveau des branches, au niveau des accords interpro, donc au niveau national, au niveau européen et au niveau international. Donc c'est dire à quel point on travaille sur le combat contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Alors on a réussi à négocier pas mal de choses qui ont permis des avancées très très importantes. Donc la dernière en date, c'est la Convention 190 de l'OIT. De l'OIT, de l'Organisation internationale du travail. Voilà, donc ça peut-être qu'il faut nous dire ce qu'il y a dedans et les enjeux qu'il y avait autour de ça. Ouais. Alors oui, donc déjà, on n'a pas réussi à négocier cette convention très facilement. Ça a été 7 années de mobilisation de la part de tous les syndicats et notamment énormément de la part de la CGT, puisque c'était la CGT qui représentait la France à cette négociation, et c'était notamment dans la délégation, il y avait notre actuelle secrétaire générale, Sophie Binet. Donc la convention 190, elle est passée en 2019 et elle a été ratifiée en France en 2023. Donc c'est vous dire à quel point la France était pressée de mettre en œuvre et de lutter contre les violences sexistes. C'était pas une évidence ça, pour la France ? Alors non, a priori non. Côté du pouvoir, etc. Voilà, donc depuis, et je rejoins ce qu'a dit Caroline ce matin, avec le gouvernement français actuel, qui était d'ailleurs celui déjà en place quand la Convention 190 a été votée, il est urgent d'attendre sur tout ce qui est progrès et acquisition de droits dans la lutte féministe, celle concernant les violences sexistes et sexuelles, celle sur l'égalité salariale, etc. Donc, cette convention 190, elle permet de nous lutter. Ce qu'on regrette quand même à la ratification, et c'est vous dire à quel point le gouvernement français il est à côté de la plaque, c'est que quand elle a été ratifiée, la France a dit il n'y a pas besoin de changer grand-chose, on est déjà super parfait, donc pas besoin de faire une évolution de droit à droit constant, ça suffit, etc. Alors qu'il y a des choses à changer. Il y a notamment la recommandation 206 qui est accolée à la Convention 190, qui est hyper complète, elle est super bien. Si on pouvait réussir à négocier tout ce qui est dedans, ça serait génial. Et notamment... Qui prend en compte les violences conjugales. Hein, voilà, c'est ce que j'allais dire. Sur ce dont Séverine parlait, donc c'est la prise en compte des violences conjugales comme relevant de la sphère du travail et de la responsabilité de l'employeur. Et quand il y a responsabilité de l'employeur sur les violences conjugales, ça veut dire qu'il y a une culture de la protection qui doit être faite, donc interdiction des licenciements. Il y a des pays, l'Espagne ou l'Irlande, qui ont poussé des droits nouveaux concernant les victimes de violences conjugales. Donc l'Espagne, je crois que c'est l'interdiction des licenciements, la mobilité géographique. L'Irlande, c'est des congés pour pouvoir faire leurs formalités. Et c'est aussi en fait cette acquisition de droits et qu'on pousse et qu'on travaille en intersyndical, pas que la CGT, mettrait en évidence que le travail, ça permet aussi de sortir de cette situation de violence et que c'est le levier pour vraiment protéger les victimes de violences conjugales. Niveau international, niveau européen également ? Alors, niveau européen... il y a la dernière directive qui n'est pas encore transposée, c'est celle sur la transparence salariale. Donc au niveau européen, elle date de l'année dernière. On a poussé, pareil, le gouvernement très très rapide sur le sujet nous a promis qu'elle serait ratifiée très rapidement. Là, ça va être en cours. Il va y avoir des concertations, pas des négos, mais des concertations qui vont être mises en place. Alors, l'idée sur cette directive transparence salariale, et ça a été un petit peu abordé à la première table ronde, c'est déjà qu'il y a un index actuellement, mais ça, c'est qui ne remplit pas, qui fait pas le taf du tout, qui met pas en lumière, qui opacifie plutôt les inégalités salariales. Donc c'est pouvoir porter un index qui vraiment
qui vraiment permettent de voir les inégalités salariales, et aussi qu'on fasse rentrer dans la directive, enfin dans la ratification, dans la transposition de la directive, des items sur les violences sexistes et sexuelles au travail. Emmanuelle Lavignac, un mot pour compléter sur la directive européenne ? Non, parce que oui, effectivement, on parle de la directive européenne sur la transparence salariale. On n'est pas sur les violences sexuelles, mais effectivement, c'est un sujet, puisque là, si on le prend dans un spectre, voilà, c'est la discrimination sexiste en fait. Et c'est très très utile, ça va, si on arrive à bien la transposer, puisque en France déjà, on a commencé à gagner quelques procès, notamment au prud'homme, et je sais qu'il y a ici un représentant de la société de la CGT STM, où des femmes, 11 femmes ont réussi à gagner au prud'homme à cause de la discrimination sexiste, faire reconnaître qu'il y avait des inégalités salariales et que donc elles gagnaient en moyenne dans l'année entre 10 et 11 000 euros de moins. Et donc ça, parce qu'elles ont pu... Racontez-nous, STM, c'est STM. Je raconte rapidement. C'est une entreprise de composants électroniques, voilà. Tout à fait. Et donc des salariés qui ont réussi à démontrer ça. Ouais. Alors déjà, c'est du personnel d'encadrement, c'était toutes des femmes cadres qui sont rentrées dans la société et qui, au bout de 10-11 ans, se sont rendues compte qu'il y avait une vraie différence salariale par rapport aux hommes qui étaient rentrés à la même période qu'elles. Et si je parle de ça, c'est qu'on a eu beaucoup de mal, le procès a duré plus de 10 ans, je crois, à prouver qu'il y avait une vraie différence salariale. Parce qu'aujourd'hui, il y a un blocage dans les entreprises où l'employeur vous dit « mais je n'ai pas à vous donner les salaires des gens de la même catégorie que vous, c'est confidentiel. » Et en fait, derrière cette confidentialité, ça ne permet pas de révéler la discrimination salariale. Donc, cette directive européenne, bon, on espère, on le souhaite. D'abord, il faut qu'elle soit transposée. Et comme vous avez entendu, tout ça, c'est long. Et comment elle sera transposée, à quel niveau dans le Code du travail, on va batailler et on va essayer de gagner de nouveaux droits. Mais ça peut nous aider, au moins, pour faire reconnaître et plus facilement combattre les discriminations sexistes et salariales. Et les actions de groupe qui sont possibles depuis 2016. Alors ça, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. C'est vrai qu'on parle de blé syndical, donc quels sont les moyens qu'on a. Ouais. Effectivement, il y a aussi ce qu'on appelle l'action de groupe. Depuis la loi de 2016, me semble-t-il, de Christiane Taubira, c'est un peu l'équivalent de ce qui se passe sur les actions de consommateurs. C'est-à-dire que ça pallie un petit peu au fait qu'au prud'homme, ce sont des attaques individuelles. Vous allez aller au prud'homme pour dire, voilà, je n'ai pas le même salaire, il y a une discrimination salariale, je suis donc victime. Là, on peut faire de façon de grouper les gens, en fait, et un syndicat peut porter pour plusieurs femmes le sujet pour faire reconnaître des discriminations salariales et surtout, si c'est reconnu, l'employeur devra rétablir et éradiquer les inégalités salariales à toute la catégorie professionnelle, toutes les femmes qui sont au même niveau que les femmes qui ont gagné. Donc là, on arrive sur des choses beaucoup plus importantes. La CGT, effectivement, a attaqué la Caisse d'épargne d'Île-de-France. C'est encore en cours avec appel et réappel. Parce que là, on parle de moyens et on verra qu'il n'y a pas que les moyens juridiques pour lutter contre le sexisme et les violences sexistes et sexuelles. Mais il y a aussi du juridique. Donc c'est vrai que ça existe. Ça, c'est l'aspect discrimination, puis c'est l'aspect aussi gagner de nouveaux droits. Sur l'aspect des actes violents, Myriam Lepkiri, que fait la CGT ? Alors, la CGT, elle travaille à l'externe. Elle outille sur beaucoup de choses. Donc, on a parlé des accords. Donc, on a, nous, au niveau de la CGT, une commission Femmes Mixité, qui vient en soutien à tout ce qui pourrait être mené en entreprise et au-delà. Donc, on a un site internet sur le sujet. On a donc des modèles d'accords. On a des guides sur les violences sexistes et sexuelles. On a des vidéos, des affiches. Donc vraiment, on est en mode vraiment formation. On a aussi des conventions avec des associations, donc notamment la VFT. On travaille avec les organisations féministes aussi, donc ça permet d'avoir des débats et des positions qu'on peut mener ensemble avec l'organisation, notamment des journées du 8 mars et du 25 novembre, avec lesquelles on travaille avec les autres organisations syndicales et avec les associations féministes. Et voilà, est-ce que... Oui.
Mathilde Cornette, la VFT, justement pour qui vous travaillez, c'est un acteur historique contre les violences sexistes au travail, fondé dans les années 80, avec un angle très juridique. Je pense qu'il faut commencer en nous expliquant vos activités. Ouais. La VFT, c'est une association féministe qui a été créée effectivement en 1985 et dont le premier combat a été d'inclure en fait dans le code pénal, dans notre loi plus généralement, un texte qui réprime le harcèlement sexuel. Donc à la VFT, on essaye vraiment de faire bouger les lois au niveau législatif directement, en étant entendu dans les assemblées parlementaires. Et on essaye aussi de pousser les avancées jurisprudentielles directement devant les tribunaux, devant les cours, en faisant un travail de terrain. Parce qu'on accompagne les victimes de violences sexuelles au travail directement dans leur dossier. On fait un accompagnement juridique et judiciaire. Et donc voilà, on va les accompagner à partir du moment où les femmes nous saisissent. C'est elles qui viennent vous voir, c'est ça ? Ouais, c'est elles qui viennent nous voir, bien sûr, par mail ou à travers notre accueil téléphonique. Et à partir de là, nous, on les accompagne dans toutes leurs démarches juridiques pour être rétablies dans leurs droits, pour faire reconnaître les violences dont elles ont été victimes. Et effectivement, voilà, ça passe par beaucoup d'informations, beaucoup de conseils sur les démarches qu'elles peuvent entreprendre et venir avec elles dans les procédures devant le Conseil de prud'homme ou le tribunal administratif pour les fonctionnaires, ou même au pénal en se constituant partie civile dans leur procédure. Et de cette manière-là, on arrive à faire aussi avancer le droit jurisprudentiel finalement. Avec un travail de terrain à une échelle nationale. Oui, c'est ça. La VFT intervient sur tout le territoire français, y compris outre-mer bien sûr. Et on est en fait actuellement la seule association nationale qui accompagne des victimes de violences sexuelles au travail. Et on est 6. Voilà. Donc 6 personnes à la VFT. On est 6. Et on a de plus en plus de travail en fait. C'est pour ça que la VFT elle existe encore. On va fêter nos 40 ans l'année prochaine. Et la VFT existe encore parce que il y a de plus en plus de cas qui nous sont remontés bien sûr, et aussi parce que on n'arrive pas à trouver des relais. Nous justement dans les structures de travail. Et donc on est de plus en plus débordés et ça devient extrêmement critique. C'est-à-dire le fait que vous êtes de plus en plus sollicité parce qu'il y a une prise de conscience et que c'est dur de suivre en fait du coup, c'est ça ? C'est le revers de la médaille de la conscientisation quoi. Oui, après MeToo, il y a eu vraiment des explosions du coup de femmes qui essayent de saisir les associations, en tout cas la nôtre, pour faire valoir leurs droits. Donc c'est très bien, elles viennent nous voir de plus en plus tôt pour être rétablies dans leurs droits, mais par contre, on entend beaucoup d'initiatives, notamment au niveau national, par exemple à la CGT, mais sur le terrain, on a encore énormément de difficultés à trouver des syndicalistes qui sont vraiment correctement formés sur la question et qui vont se saisir du sujet. Donc oui, il y a plus de femmes qui viennent nous voir et notamment parce qu'elles ne trouvent pas de relais en fait ailleurs. On aura absolument l'occasion d'en reparler. Clémence Pajot, les CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, sont un réseau d'associations qui lui date des années 70. Il me semble que c'était à l'initiative de l'État. Quelle est votre vocation à vous ? On a aussi un réseau d'associations féministes, un réseau national. Peut-être notre spécificité, c'est le maillage territorial, puisqu'on est présent dans tous les départements de l'Hexagone, mais aussi un certain département d'outre-mer. C'est un réseau qui a été créé effectivement il y a 50 ans par l'État avec pour objectif d'apporter aux femmes une information sur leurs droits en allant au plus près justement des femmes. Et on est toujours aujourd'hui dans cette logique vraiment d'aller au-devant des personnes qui sont dans le non-recours aux droits à travers l'animation notamment de permanences décentralisées. Notre métier, c'est de favoriser l'accès aux droits, favoriser l'autonomie des femmes et promouvoir l'égalité femmes-hommes. Ça passe par... chez nous, une approche globale des droits des femmes, avec à la fois une information juridique, mais aussi un accompagnement global qui passe par un soutien psychologique, par une aide à l'insertion socio-professionnelle. On informe 450 000 personnes par an et on accompagne 100 000 femmes donc dans nos structures, dont 50 000 femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Principalement des victimes de violences conjugales,
mais aussi des victimes de violences au travail. À peu près 2000 femmes victimes de violences au travail. Donc nos juristes, leur rôle, c'est d'apporter une information sur les droits, sur la procédure, et c'est aussi d'accompagner les femmes dans leur démarche quand elles décident de s'engager dans des démarches juridiques, avec toujours aussi ce soutien pluriprofessionnel, avec également des psychologues, avec des conseillères en insertion professionnelle, des travailleuses sociales. Je parle au féminin parce que c'est majoritairement, très très majoritairement des femmes qui travaillent chez nous. Et qui vise vraiment, l'objectif, c'est l'autonomie des femmes. Et l'autonomie des femmes, ça passe aussi par l'autonomie économique, bien évidemment. Donc depuis 50 ans, on accompagne l'émancipation des femmes, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Donc la question des violences sexistes et sexuelles au travail, on l'appréhende de manière large, avec à la fois une information en droit social, mais aussi pour les victimes de violences sur le lieu de travail, mais aussi, et on a fait tout un travail avec Séverine Lemierre, elle vous en a parlé ce matin, avec aussi une volonté d'accompagner le secteur de l'entreprise, les entreprises, mais aussi les administrations dans la prise en compte justement des violences conjugales. Parce que les entreprises, le travail, c'est non seulement un facteur d'émancipation et d'autonomie, mais c'est aussi un lieu refuge pour les femmes. Et c'est aussi une condition à la sortie des violences. Donc on a travaillé avec la CGT et soutenu justement ce plaidoyer autour de la Convention 190 de l'OIT. Et au quotidien, sur le terrain, ça passe aussi par l'information, la sensibilisation des entreprises sur leur rôle sociétal dans la protection des femmes victimes de violences, le repérage, la protection, mais aussi le maintien dans l'emploi des femmes victimes de violences. Parce que nous, les femmes que l'on accompagne et qui sont... Alors, il faut savoir que, par exemple, les femmes victimes de violences conjugales qu'on accompagne, 50% d'entre elles sont en emploi, mais sont en risque de perdre leur emploi. Donc notre travail, c'est de les accompagner aussi pour leur permettre de garder cette autonomie économique qui va être vraiment essentielle dans leur parcours de sortie des violences. Et puis on accompagne aussi celles qui n'ont pas d'emploi, bien évidemment, dans le retour à une autonomie économique. On a également une mission dans le champ de la promotion de l'égalité femmes-hommes qui passe par la sensibilisation, la formation de tous les acteurs du champ professionnel. Et ça passe donc, comme je vous le disais, avec tout ce travail qu'on a fait avec Séverine Lemierre, qui nous a permis de définir une méthodologie pour accompagner les entreprises dans la prise en compte des violences conjugales et pour la mise en place de mesures permettant à la fois de repérer les femmes victimes de violences, mais aussi de mettre en place de les écouter, de proposer un cadre bienveillant et pour les écouter et pour la mise en place de mesures qui facilitent, qui permet le maintien dans le travail. Et puis on intervient aussi, bien évidemment, en formation et sur la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. Et on a tout un travail de sensibilisation qui est fait par nos associations sur le terrain auprès d'entreprises, notamment pour garantir un cadre de travail bienveillant, safe, pour les femmes que nous accompagnons dans le retour à l'emploi. On a notamment une convention avec Carrefour, avec La Poste, avec plusieurs groupes qui visent à faciliter l'insertion professionnelle des femmes que nous accompagnons, mais avec un volet justement sensibilisation, puisqu'on veut s'assurer que les femmes qu'on oriente vers des emplois qui sont proposés par ces entreprises, qu'elles puissent arriver dans des cadres de travail bienveillants. Vous savez que dans les femmes qui ont été victimes de violences conjugales ou de victimes de violences sexistes et sexuelles dans leur vie ont malheureusement plus de chances d'être à nouveau victimes dans leur parcours de vie. Et donc il est essentiel aussi de garantir et des cadres de travail safe pour ces femmes. Nathalie Pi, les réseaux féminins et les réseaux mixtes sont des acteurs un peu plus récents. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques auxquels ils sont venus répondre ? Alors, si vous me permettez de vous contredire un tout petit peu. Alors, oui, dites-moi, bah oui. Ces réseaux ne sont pas récents, en réalité. Ce sont des associations féministes également. Donc, et c'est là que je voudrais faire un point de clarification. C'est que la plupart des réseaux professionnels féminins et mixtes sont des associations indépendantes. Pour la plupart d'entre elles, elles ont été créées il y a très longtemps. Et c'est à distinguer des réseaux féminins
employeurs qu'il y a dans les entreprises et qui sont créés par la direction, en général la DRH, et qui a une activité d'égalité professionnelle via un certain nombre de réseaux qu'il crée en interne. Mais ça, c'est autre chose. En revanche, les réseaux professionnels féminins et mixtes, ce sont des réseaux associatifs qui ont finalement des ressources tout à fait modestes, puisque nous avons des cotisations qui sont celles de nos adhérents, et notamment dans le secteur public, les salaires étant ce qu'ils sont, eh bien, nos cotisations sont de l'ordre de 30 €, vous imaginez. Voilà, donc ce sont des associations féministes comme les autres, et qui existent depuis souvent très longtemps. Par exemple, vous avez les associations des femmes avocates, les associations des femmes expertes comptables, les associations des femmes ingénieurs, des femmes dans les métiers des jeux, des femmes dans tous les métiers, en fait. Vous avez ces réseaux qui se sont constitués. Et dans la fonction publique, ça a été un peu plus tardif, puisque le premier réseau qui s'est créé, c'est Administration moderne, dont je suis la présidente depuis quelques années, qui a été créé il y a 25 ans. Et pourquoi ces réseaux se sont-ils créés? Parce que c'est le cas à peu près de toutes les femmes et de toutes celles d'entre nous qui sont à peu près de ma génération. C'est que toutes ces femmes-là ont fait un constat à un moment ou à un autre qu'il y avait une différence de rémunération entre elles et leurs collègues masculins, qu'il y avait une différence de construction de parcours professionnels par rapport à leurs collègues masculins, qu'il y avait évidemment des violences sexuelles et sexistes que nous connaissions toutes, évidemment, partout. Et dans le cas particulier de la fonction publique, puisque nous avons un seul employeur pendant 30 ou 40 ans, le même employeur, et bien évidemment avec une forme d'omerta terrible depuis le début, dans l'entrée dans la fonction publique, par les concours, quels qu'ils soient, jusqu'à la fin du parcours professionnel. Et donc, du fait de cette incapacité de pouvoir comprendre ce qui arrive à chacune d'entre nous, eh bien, la première question a été, puisque ce sujet, il y a 20, 30, 40 ans, n'était pris par personne, eh bien, il y a eu des groupes de parole, si vous voulez, qui se sont constitués dans l'univers professionnel, et toutes ces femmes se sont rendues compte que finalement, elles avaient besoin de sortir de l'isolement et de partager ces expériences-là, et ensuite d'en tirer des conclusions en termes d'analyse et de compréhension de ce qu'elles vivaient, et à partir de cette compréhension, de pouvoir agir. Et c'est comme ça que ces réseaux se sont constitués et se sont créés en association. Alors au début, évidemment, ils ont été, notamment dans la fonction publique, créés en milieu très hostile, extrêmement hostile, vu de façon très négative par les collègues masculins et par la hiérarchie, bien entendu. Mais au fur et à mesure, ces réseaux ont fait la preuve, en fait, de ce qu'ils pouvaient apporter. Et notamment, ils ont développé une réflexion sur l'impact de la mixité dans les organisations, l'impact de la mixité dans les entreprises, l'impact de la mixité dans la fonction publique. Et à partir des expériences qui étaient les nôtres un peu partout, on a pu être témoin d'une différence dans les décisions qui sont prises, notamment je parle du secteur public parce que c'est c'est votre métier, c'est mon métier, voilà. C'est dans l'élaboration des politiques publiques, on voit bien, et toutes mes collègues de l'ensemble des ministères des autres réseaux voyaient bien qu'on n'élaborait pas les mêmes politiques publiques quand la décision était une décision prise par un collectif mixte que par un collectif non mixte. D'où le fait pour vous de faire Two Gap qui relie le public et le privé, etc. Absolument. Alors, juste avant de vous répondre, si vous me le permettez, parce qu'il me semble que ce qui est le plus important est de considérer que ce sujet n'est pas un sujet de femmes. C'est un sujet d'intérêt général, et je le dis d'autant plus fortement pour la fonction publique, parce que dans le secteur privé, il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'effectivement la mixité a un impact positif sur la performance financière, économique des entreprises, mais également sur le bien-être au travail, etc. Mais dans l'action publique, à partir du moment où nous, fonctionnaires ou hauts fonctionnaires, nous avons un devoir de répondre à l'ensemble de la société, nous avons un devoir de redevabilité, il faut qu'on s'adresse à l'ensemble de la société, et donc et aux femmes et aux hommes. Et si les politiques publiques que nous élaborons ont des biais et que leur impact est davantage au bénéfice des garçons, des adolescents, des jeunes hommes, des hommes
au détriment des femmes, eh bien là, on n'a pas fait notre métier, on n'a pas rempli notre mission. Et donc, c'est en tant que fonctionnaire, en tant qu'élaborateur de politique publique et metteur en œuvre, et quand on met en œuvre les politiques publiques, on est dans une mission d'intérêt général. Et ça, c'est le message fort que nous essayons de faire passer. Donc de la mixité à tous les niveaux de décision? À tous les niveaux de décision, parce que le sujet, c'est la décision. Parce que quand vous construisez une décision, si vous n'avez pas, vous, le dernier mot dans la décision, eh bien la décision peut avoir un biais. Je peux vous donner un exemple. Il y a prescription, puisque c'était il y a une quinzaine d'années. Moi, je travaillais sur la prévention de la délinquance, les crédits de la politique de la ville, etc. Et lors d'une réunion interministérielle à Matignon, précisément sur les crédits de la politique de la ville, eh bien, moi, j'avais posé des questions sur l'impact des crédits de politique de la ville sur les populations par rapport aux garçons, par rapport aux filles. Est-ce que les filles et les garçons sont bénéficiaires de la même façon? 90% des crédits de la politique de la ville allaient sur des activités des garçons. Et quand j'ai posé la question de savoir est-ce qu'on prévoit des choses pour et les garçons et les filles, parce qu'il y a 50% de garçons et de filles, mes collègues qui présidaient la réunion à Matignon me répondent mais aucun problème, il y a des cours de cuisine et des cours de couture. Et donc c'est ça la décision publique. C'est ça la décision publique. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à la décision, eh bien la décision qui est prise, elle est biaisée et vous ne remplissez pas en fait le rôle pour lequel vous êtes payé. En fait. Alors sur ce type de politique publique, on voit bien, mais vous m'excuserez, je vais jouer à l'imbécile. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a mené une réforme dont clairement le pays ne voulait pas, hein, avec un gouvernement qui n'était pas paritaire, mais qui n'en était pas très loin. Qu'est-ce que la parité aurait amené à ça dans ce type de politique publique? Alors il faut avoir en tête que l'exécutif... La machine exécutive, on est quand même dans des pays où l'exécutif est prépondérant, la machine exécutive, ça va du président de la République, qui n'est pas censé être dans l'exécutif d'ailleurs, enfin, du Premier ministre, jusqu'à la machine elle-même de l'État. Et donc, vous avez derrière les ministres des administrations qui préparent les décisions, qui les mettent en œuvre. Et donc, si vous n'avez pas, il faut voir ce que c'est que le quotidien d'un ministre qui, en fait, arbitre plus ou moins sur ce qui lui vient sur son bureau. Mais il fait aussi confiance à ses collaborateurs et à son administration. Et si l'administration a des biais de genre, et si l'administration n'a pas en tête qu'il faut mesurer l'impact différencié sur les femmes et sur les hommes de toutes les politiques publiques qui sont prises, eh bien, évidemment que la décision qui sera prise au niveau du gouvernement, même paritaire, sera biaisée. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que nos associations, aussi dans la fonction publique, que ce soit administration moderne en transversale, mais Femmes de Bercy et d'autres, sont très mobilisées depuis longtemps sur la budgétisation sensible au genre. Parce qu'on a absolument besoin de la construction d'une loi de finances publiques sensible aux gens, mais pas seulement, sensible aux âges, sensible, etc. Donc l'évaluation ex ante de l'impact des politiques publiques sur les populations, dans le réel. Et si on mettait en place ce type d'outils, eh bien là, on aurait effectivement, on aurait évité ce biais qu'on a pu constater. Et donc le fait que le gouvernement soit paritaire, ce n'est pas du tout suffisant. Et c'est la raison pour laquelle on milite beaucoup pour que toute la chaîne de décision soit mixte, en aval et en amont. Léa Chamboncel, là on parle de VSS avec le prisme du travail. Est-ce que vous pensez que c'est une approche qui peut ouvrir des perspectives sur le changement de toute la société? Je vous pose cette question-là parce que vous avez publié récemment Au revoir Simone, qui est une utopie politique féministe en fiction, avec en fait une révolution féministe qui change complètement le système politique. Votre point de vue sur les violences sexistes et sexuelles via le prisme du travail? Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors le prisme du travail est quand même assez fondamental lorsque l'on parle des violences sexuelles et sexistes de manière générale et plus largement de questions féministes, d'égalité, etc. Puisque on passe beaucoup de temps au travail, beaucoup de temps, un tiers de notre vie ou je ne sais pas combien, mais quand même, un temps assez important. Et en ça, il est vrai que le rôle, c'est vrai que la table ronde s'intitule « Les violences sexistes, un objet syndical ». En fait, il faut que ce soit surtout un objectif syndical, un objectif des syndicats. Et la question qu'on peut se poser, si on prend un peu de hauteur et qu'on se positionne dans une logique plus systémique de la question des violences sexuelles et sexistes,
comme étant un véritable problème de société. Et on peut aller aussi plus loin, le problème politique, un problème de répartition du pouvoir, un problème de non-mixité, etc., etc. Il faut se poser la question de savoir, finalement, le syndicat, et la CGT en l'occurrence, que fait-elle pour favoriser sa place dans ce système et faire en sorte d'apporter des réponses ou en tout cas des pistes pour un changement radical, c'est-à-dire à la racine des problèmes et aller vraiment au-delà, bien entendu, de toutes les mesures que l'on peut mettre en place qui sont fondamentales, travailler avec les acteurs et les actrices de terrain, notamment les associations qui sont présentes, etc. Ça, c'est très important. Je vous donne un exemple peut-être pour illustrer un peu le propos. Moi, j'avais trouvé très, très intéressant l'intervention de Sophie Binet lors de la réforme des retraites et comment elle a porté, notamment dans les médias, l'inégalité des pensions femmes-hommes. Ça, c'était quelque chose de fondamental. Et en ce sens, je trouve que des actions telles que celle-ci et des plaidoyers tels que peut porter la CGT, notamment sur les travaux menés auprès de l'OIT, etc., sont vraiment assez intéressants. Et c'est certainement dans cette logique-là qu'il faut essayer de s'inscrire pour faire changer les choses, mais de manière fondamentale. Ça implique aussi de se poser la question de comment la structure fonctionne en interne, puisque il est bien, et c'est important évidemment, de porter un discours de lutte contre les VSS, un discours féministe dans la société de manière générale, puisque les syndicats sont un corps intermédiaire qui est fondamental. Malgré ce qu'a essayé de nous faire croire le président Macron, il a bien vu que finalement c'était difficile d'essayer de taire les syndicats puisque la réponse était encore plus forte, notamment lors de la mobilisation contre la réforme des retraites, et les syndicats ont retrouvé leur rôle principal. Et dans cette logique-là, il faut effectivement se poser la question de savoir, mais que fait-on aussi en interne, puisque les logiques qui sont notamment des logiques de pouvoir, mais aussi des enjeux... alors au-delà de la mixité, à mon sens, il faut aussi de la parité, il faut aussi des gens qui soient profondément féministes, hein, parce que on peut avoir peut-être 50% de femmes, 50% d'hommes, mais si ni les femmes ni les hommes ne sont féministes, les problèmes ne seront pas réglés. Donc il faut aussi aller là-dedans, et il faut qu'il y ait une véritable volonté à la fois affichée, mais réelle, sur le fonctionnement en interne d'un syndicat, parce qu'il y a un énorme problème de cohérence souvent, et c'est valable pour n'importe quel type d'organisation, que ce soit associative, mais aussi politique. Ça concerne pas mal de gens, ouais. Voilà, exactement. Et il est très important, notamment pour un enjeu de crédibilité, mais aussi d'efficacité, que ce qui est porté comme un projet politique pour la société et dans le monde du travail, en l'occurrence, soit quelque chose qui soit aussi porté en interne. Donc l'importance de travailler sur les deux fronts en parallèle et de faire tout ce travail de plaidoyer pour la société et de défendre, puisque c'est l'objet du syndicat, de défendre les droits des salariés, hommes, femmes, de manière totalement indifférenciée. Et lutter contre les VSS, c'est aussi une façon de protéger les droits des salariés. Donc il y a aussi l'importance de faire ça aussi en interne, et peut-être que ça peut passer par une redistribution de pouvoir. Et la question de savoir aussi, finalement, c'est quoi une organisation syndicale féministe ? Myriam Lepkiri, je vous laisse répondre peut-être sur les VSS internes. On y viendra, évidemment. C'est un sujet qu'on va absolument pas éluder ici. On y viendra un petit peu plus tard. Sur les questions de mixité au sein de la CGT, par exemple. Alors moi déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On ne peut pas porter le combat contre les violences sexistes et sexuelles à tous les niveaux auxquels on le porte, comme je l'ai présenté tout à l'heure, et ne pas le porter en interne. Donc c'est quelque chose qu'on porte pied à pied. Et comme l'a dit Caroline tout à l'heure, les organisations syndicales, de la même manière que les associations, les partis politiques, tout ce qu'on veut, ne sont pas exonérées de ce genre de problématiques en interne. Et elles sont pas hors de la société, de toute façon. Oui, oui, voilà. On est et c'est justement d'autant plus violent émotionnellement quand ça se passe à l'intérieur d'une organisation qui véhicule tout à fait d'autres valeurs. Donc c'est pour ça qu'il y a importance, et c'est quelque chose qui est mené vraiment de manière importante, de la redite, au niveau de notre organisation. On a depuis 2016 porté la création de la cellule de veille.
Donc c'est une structure importante de notre syndicat. Et c'est une structure pérenne en fait, donc ça c'est vraiment significatif. Je crois que c'était la première dans une organisation syndicale, et d'ailleurs on fait souvent des réunions avec les autres organisations syndicales, associatives et partis politiques pour être dans une démarche imprenante sur comment résoudre en interne les problèmes quand ils arrivent. Parce qu'ils arrivent, il y en a, on ne va pas se cacher derrière notre pouce. On a franchi un cap complémentaire récemment, donc c'était juste avant notre dernier congrès confédéral, qui a vu porter à la tête de la CGT Sophie Binet, qui est féministe et qui a apporté justement tous ces combats. C'est quand même quelque chose que la responsable du collectif Femmes Mixité de notre organisation, elle l'a été pendant plus de 10 ans. Elle a porté tous les combats. C'est elle justement, je disais tout à l'heure, qui a été aux négociations à l'OIT, mais qui a aussi vraiment construit le combat féministe à l'intérieur de la CGT. Qu'elle devienne secrétaire générale, c'est un symbole extrêmement fort, et ça nous permet à l'interne de porter encore plus fortement la question féministe et le volet notamment du combat contre les violences sexistes et sexuelles à l'interne. Donc on a un cadre commun également, donc ça c'est quelque chose aussi qui existe seulement dans notre organisation, qui permet d'aiguiller les structures sur comment faire. Si je le fais vraiment de manière très grossière, c'est un pas à pas. Voilà, il y a un cas de violence sexiste et sexuelle dans la structure. Comment on accueille la parole de la victime, et puis qui aiguille dans des positionnements politiques. Notre organisation, elle a plusieurs structures, des structures territoriales. Enfin, on est organisé en syndicats, et chaque structure doit prendre la décision politique de sanction ou pas lorsque ça arrive dans son organisation. Alors pour être clair, c'est parce que les organisations sont souveraines et que la CGT, par tradition, historiquement, est une confédération. Voilà. Que si la confédération se met à agir comme le politburo, ça crée un vrai problème. Il n'y a pas d'autorité hiérarchique de la confédération sur ces structures. Peut-être Emmanuel Lavignac aussi, je voudrais vous entendre sur ce que disait Mathilde Cornette, sur le manque de relais dans les sections d'entreprise, dans les syndicats d'entreprise. Alors justement, ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit. C'est deux sujets assez intéressants. C'est qu'en fait, déjà, il y a ce que vous disiez juste avant. En gros, l'idée, c'est d'avoir un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire que pour changer, transformer la société, commençons par nous-mêmes, et on est tout à fait d'accord, effectivement, soyons irréprochables. La question qu'on peut se poser syndicalement, c'est est-ce que ça suffit ? Premièrement. Deuxièmement, ce que vous disiez, Nathalie Pile, sur le fait de la mixité. Effectivement, est-ce que le fait de mettre au niveau de la décision, du pouvoir exécutif, etc., des femmes, est-ce qu'il y aurait un ruissellement qui serait possible ? Est-ce qu'on arriverait effectivement à éradiquer les violences sexistes et sexuelles ? C'est un vrai sujet, mais j'ai envie de dire que c'est justement, comme on parle syndicalement, l'expérience nous apprend que malheureusement, j'ai bien peur que non. J'ai bien peur que non, et rejoindre... Pourquoi je ferai après le relais par rapport à la VFT et le manque de relais, justement. Pour deux raisons. C'est que il ne suffit pas. Pourquoi ? Je l'ai dit, historiquement, on le voit bien. Pour transformer quelque chose qui est inscrit dans la société au niveau le patriarcat adossé au capitalisme, des logiques de domination où le monde du travail est complètement imprégné. Malheureusement, et on le voit pour le coup sur les exemples très très concrets, tu l'as dit tout à l'heure, tu parlais d'Elisabeth Borne, j'ai envie de tomber dans une caricature, mais on pourrait parler de Thatcher. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous mettez une femme à la tête... massue, là. Oui, ça peut paraître caricatural, mais dans le fond, et on le voit tous les jours, le sexisme dont on parle depuis ce matin, il est tellement imprégné aussi chez des femmes qu'à partir du moment où quand vous atteignez le pouvoir, malheureusement, vous pouvez reprendre des attitudes complètement de domination et donc de masculinisme ou de sexisme.
Alors, donc c'est pour ça que je dis que l'objet syndical, le syndicat est important, parce qu'en fait, ça ne pourra changer. Il y a la bataille culturelle à faire, ok, on va dire, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi mettre le fer dans le feu, on va dire, et dans les entreprises, d'augmenter le rapport de force, tout simplement. Ou alors, si on ne veut pas parler de rapport de force, un contre-pouvoir, on manque de démocratie dans les entreprises et dans les administrations. Et donc, dans des sujets comme ça, quand vous voulez vraiment changer la structure d'une organisation dont on parlait ce matin, ça ne peut passer que par une parole respectée, un rapport de force. Et c'est pour ça que le syndicalisme doit le prendre, et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors après, évidemment, c'est vraiment pas parfait, et on est bien d'accord. Mais ça n'empêche pas d'avoir, effectivement, de travailler en interne, et c'est ce qu'on fait, hein, de faire son aggiornamento et de vraiment se dire, oui, non, c'est pas possible, on peut pas avoir un discours sexiste, on va être dans le continuum des violences, tu ne peux pas intervenir auprès des femmes si tu es imprégné par ça. On le fait, je ne dis pas qu'on essaie de le faire, on le fait, mais c'est très très long. Et j'ai envie de dire merci MeToo, parce que c'est vrai que ça nous a remué aussi, nous. Mais après, il y a un deuxième sujet, c'est que pour augmenter le rapport de force et pour aider la VFT, ici, c'est organisé par l'UGIC, c'est l'Union Générale des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise. Déjà, je voulais dire, donc, ça fait partie de la CGT, mais on est sur une catégorie professionnelle qui est très, 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 très impactée par le sexisme. Hein. La plupart on a des retours, à peu près 32% de sondage du baromètre qui a été fait pour le défenseur des droits, me semble-t-il, mais on vérifiera, où les femmes cadres... C'est le défenseur des droits. Les femmes cadres déclarent subir le sexisme beaucoup plus fréquemment que d'autres catégories professionnelles. Ça ne veut pas dire que les employés ne le subissent pas. Mais il se trouve que dans un rapport de domination et quand vous êtes intermédiaire entre le PDG et en dessous les employés, il y a des pressions un peu spécifiques. Voilà. Et donc pourquoi je dis ça, c'est que ce sont des catégories professionnelles où on a beaucoup de mal à avoir du syndicalisme, CGT par exemple. Et je vais faire le lien pour combattre ces discriminations et les VSST. Et je vais faire le lien avec la VFT, c'est qu'effectivement, on manque de relais. On manque de relais, pourquoi ? C'est qu'en France, il faut savoir qu'il y a 10% de syndicalisme en France. On n'est pas en Norvège, en Suède ou ailleurs. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire ? C'est que le relais, il faut qu'il soit là, sur le terrain. Dans les CSE, non seulement il n'y a que 10% de syndiqués en France, mais le nombre de CSE aussi, qui normalement c'est une obligation. Vous devez avoir un CSE dans une entreprise au-dessus de 11 salariés. Vous n'avez pas. Donc je comprends et je l'entends, et c'est notre malheur à nous aussi. Déjà, il y a des gens qui ne sont pas formés, qui sont syndiqués, et vous devez en rencontrer, qui ne sont pas capables de porter le sujet ou qui sont absolument pas formés. Donc voilà. Et vous avez aussi des endroits où il n'existe pas. Et donc ça, c'est un vrai souci pour changer le monde. Voilà, je vais finir là-dessus. Et pour vraiment combattre les violences sexistes sexuelles, il faut du syndicat fort et présent. Paradoxe effectivement français d'un syndicalisme très revendicatif et en même temps actuellement qui est assez faible en nombre en pourcentage par rapport à d'autres pays. Clémence Pageot, vous vouliez intervenir. Je voulais réagir brièvement, oui, pour dire qu'on a vraiment besoin des syndicats pour porter cette parole. Le fait d'avoir à la tête du syndicat une femme qui est féministe et qui porte politiquement cette parole, c'est un préalable essentiel, indispensable. Et puis ensuite, il y a effectivement cette question du ruissellement et de la transformation systémique. On a besoin des syndicats pour porter cette parole au niveau national, dans les négociations, mais on en a besoin aussi sur le terrain, bien sûr. Moi, je suis interpellée par un chiffre, je voulais juste réagir là-dessus. 7% des victimes de violences sexistes et sexuelles dans l'entreprise se déclarent auprès des représentants du personnel. Alors, c'est parce qu'il n'y a pas des représentants du personnel partout, c'est clair. C'est parce qu'elles et ils ne sont pas toujours en capacité d'eux. C'est aussi un élément, et pas identifié comme non plus. Donc il y a ces trois sujets de comment est-ce qu'on communique auprès des salariés sur le fait que si elles sont victimes de violences sexistes et sexuelles, les représentants du personnel sont là pour les défendre, sont là pour les conseiller dans leur démarche et pour soulager la VFT, mais aussi nos organisations. Non, mais voilà, il y a un énorme enjeu aussi de communication sur le rôle des représentants et de formation. Et puis, il y a un autre enjeu qui est aussi la négociation des accords obligatoires sur l'égalité professionnelle. C'est-à-dire que si on avait des accords qui qui arrivent à imposer en tout cas des mesures de protection, des conditions de signalement qui sont optimum,
des mesures d'éloignement des agresseurs, des mesures de précaution. Il y a beaucoup de femmes qui ne porteront pas plainte. Donc quand on entend des employeurs dire mais tant que la justice n'a pas tranché, qu'est-ce qui se passe? La conséquence, c'est que ce sont les femmes qui perdent leur travail. Donc si on avait effectivement davantage d'accords qui protègent les salariés victimes, enfin voilà, on a besoin des syndicats pour ça aussi. Ça, c'est ces enjeux, en tout cas, sur lesquels je pense on se rejoint et on a besoin de vous. Nathalie Pilly, je voudrais vous entendre sur la mixité, votre réponse sur ce qui a été dit, le ruissellement. Est-ce que alors le ruissellement, dit qu'il n'existe pas sur les questions féminines. Alors effectivement, le ruissellement à partir d'une personne, ça n'existe pas. Vous parliez tout à l'heure de Margaret Thatcher. Il y a beaucoup d'études sur le fait que quand on est tout seul dans un collectif, eh bien, on adopte les codes du collectif. En revanche, quand on a atteint le seuil de 30% du collectif, alors il y a suffisamment de confiance dans cette catégorie-là pour pouvoir imposer autre chose. Donc il y a cette génération de femmes effectivement qui se sont transformées en hommes parce qu'elles étaient en situation de survie dans ce paysage-là. Après, il y a des choix idéologiques et politiques qui sont propres à chacun et à chacune. Mais sur le ruissellement, donc le ruissellement à partir d'un tout petit groupe de personnes, ça ne fonctionne pas. Il faut y entrer massivement. Et y entrer massivement, est-ce que vous disiez tout à l'heure sur un esprit sain dans un corps sain, eh bien c'est aussi valable pour l'État. Et c'est aussi valable pour les pouvoirs publics. Et c'est la raison pour laquelle on a créé ce collectif TOGAP qui rassemble les réseaux professionnels féminins du public et du privé. Parce qu'au début du mandat du président Macron, on avait une grande cause du quinquennat qui a été renouvelée. On a eu des lois sur l'égalité professionnelle dans le public et dans le privé. On a eu l'index Pénicaud. On a eu la loi de 2019 sur l'égalité dans la fonction publique. À cette époque-là, les réseaux du secteur public avaient beaucoup travaillé avec Olivier Dussopt. Donc il a transposé en fait l'accord avec les partenaires sociaux dans la loi et on s'est aperçu qu'en réalité, tout le sujet du partage à la décision, parce que le partage à la décision, c'est le partage du pouvoir et c'est là où il y a où le nœud du sujet, il est là, c'est qui décide et pourquoi et en fonction de quels critères. Et ce qu'on répondait à l'ensemble des réseaux professionnels féminins à l'époque, c'était, on a fait des tas d'avancées formidables. Après, le partage de la décision, c'est un sujet de femmes favorisées, alors que ce n'est pas du tout un sujet de femmes favorisées. Les femmes qui sont là, elles ont déjà fait leur carrière, elles n'ont pas besoin des réseaux féminins pour faire leur carrière, etc. C'est au contraire précisément surmonter les obstacles, le système d'éviction systématique des femmes dans la progression de leur carrière. Donc comment on fait ? Oui, quand on s'est parlé pour préparer cette émission, vous me citiez des exemples éloquents, peut-être qu'on peut en parler. Dans l'urbanisme, le fait que si la prise de décision n'est faite que par des hommes, ils vont tout simplement rater des sujets avec des endroits qui vont créer du danger pour les femmes, et qu'elles soient de quelque classe sociale qu'elles soient d'ailleurs. Absolument. Toutes les politiques publiques, elles sont comme ça, elles ont des biais genrés plus ou moins importants, mais à partir du moment où, par exemple, tout ce qui est l'aménagement du territoire, l'aménagement d'une ville ou de nouveaux quartiers, si on a remarqué que quand vous avez exclusivement des architectes masculins, des élus masculins pour construire des nouveaux quartiers, eh bien, ils ne prennent pas en compte les besoins spécifiques des femmes sur leur mobilité à elles, parce que les femmes n'ont pas la même mobilité que les hommes, de même nature que les hommes, au même moment que les hommes, et elles ont des besoins en sécurité différents des hommes, parce qu'elles ne sont pas agressées de la même façon au même moment. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un certain nombre d'associations, j'imagine que vous connaissez ça bien, qui s'appellent les marches exploratoires, où les élus locaux demandaient à ces femmes, à des heures particulières, de bien montrer à quel endroit la construction qui avait été faite était dangereuse pour elles. De la même façon que c'est à l'issue de ce type de consultation que les arrêts des bus le soir, la nuit, peuvent être modifiés en fonction des besoins des femmes, etc. Donc, tant qu'on n'a pas à l'esprit les besoins différenciés de différentes catégories de population, sans pour autant garder le côté universel des choses, bien entendu, mais on a des besoins en termes de sécurité qui sont différents. Si on ne les prend pas en compte, eh bien, les femmes sont davantage en insécurité. Et pour revenir sur TOGAP, on a créé ce collectif pour articuler le public et le privé, pour vraiment peser sur les normes professionnelles,
peser sur les normes et sur les stéréotypes, les normes de genre. L'objectif étant de changer le monde exactement, comme vous le disiez tout à l'heure. Et on s'est aperçu, en créant ce collectif il y a 4 ans, on a aujourd'hui 500 000 membres en France, 1,5 million dans le monde. On a une capacité d'articulation des compétences publiques, privées qui permettent de proposer clé en main des éléments législatifs. Et en fait, on est un acteur un peu nouveau, c'est-à-dire que nous sommes à l'intérieur des organisations, nous sommes en situation de décision, et donc nous sommes en capacité de faire profiter les pouvoirs publics de l'immense compétence des différents réseaux professionnels du secteur privé. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir des lois sur les COMEX, les CODIR, l'accès des femmes à l'édition dans la fonction publique, etc. C'est une logique d'influence, voire de lobbying, même si ce terme est fort désagréable, mais ce serait une logique d'influence. C'est l'un et l'autre, c'est lobbying et acting, c'est-à-dire qu'on fait du lobbying, mais en même temps, comme on est dans le système, on est en capacité de le faire bouger. Et le fait de pouvoir être en situation de le faire bouger, eh bien, ça le fait bouger encore plus vite. Donc, c'est vraiment une autre façon de s'organiser, une autre façon d'agir. C'est quand on est responsable de différents services dans l'administration ou dans le secteur privé, qu'on met ça ensemble et qu'on peut faire des propositions qui sont directement clés en main. Mathilde Cornette, je voudrais vous entendre sur justement ce manque de relais, les difficultés que vous avez. Et puis, puisque vous êtes une association européenne, est-ce que vous avez l'impression qu'ailleurs c'est différent ? Je réponds d'abord sur le premier point. Bien sûr. Effectivement, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure. En fait, on le voit bien qu'il y a un manque de personnes syndiquées directement dans les structures. Nous, je pense que vraiment, la première chose que les femmes, elles nous disent quand on les a à l'accueil téléphonique, quand on leur demande est-ce qu'il y a un syndicat dans votre entreprise, est-ce qu'il y a des personnes syndiquées, elles savent même pas. Elles savent même pas. Et si elles se disent oui, je crois qu'il y en a un ou une qui a un mandat, elles savent même pas quel syndicat. Enfin bon, c'est très très flou pour elles, vraiment la grande majorité du temps, ce qui est assez choquant. Et quand effectivement il y a des personnes syndiquées dans les entreprises, majoritairement, soit il n'y a rien qui est fait parce que les personnes ne sont pas formées ou qu'elles ont tellement déjà sur leur plateau à gérer avec plein d'autres notions de lutte dans l'entreprise, en fait elles font rien, elles recueillent à minima le récit de la personne, elles l'écoutent, elles sont bienveillantes envers elle et puis après ça s'arrête globalement là. Donc ça, c'est vraiment pas possible. C'est pas possible pour elles parce que ça suffit pas, un accompagnement de la VFT. Nous, on n'est pas là que pour ça. Il faut vraiment des relais dans les entreprises directement, au plus près, qui peuvent leur répondre peut-être plus rapidement que nous, qui peuvent faire directement levier avec les employeurs, qui peuvent les accompagner pendant les entretiens, par exemple, tout simplement. Qui peuvent faire des démarches même plus largement pour tout le collectif de travail, des enquêtes, envoyer des questionnaires par exemple, ce genre de choses. Et donc soit on n'a pas grand chose qui est fait, soit carrément on a des syndicalistes qui nous mettent des bâtons dans les roues. Donc des syndicalistes qui vont dire le contraire de ce que nous on explique aux victimes sur les dépôts de plainte par exemple, qui vont leur dire que c'est absolument nécessaire d'aller déposer plainte, qui vont mal les informer en fait sur les démarches, soit les pousser à faire des démarches qu'elles sont pas prêtes à faire, qu'elles n'ont pas envie de faire, soit au contraire les dissuader de certaines démarches qui pourraient être les bonnes démarches à faire pour être établies dans leurs droits. Ou par exemple quand les femmes elles nous contactent, on leur dit très bien, vous avez été en contact avec un syndicaliste, demandez-lui une attestation, ça va venir renforcer votre faisceau d'indices, vos éléments de preuve. Elles vont le voir, puis ils disent non, je pense que ça va pas être, ça sert pas à grand chose, c'est pas nécessaire. C'est ça qu'elle vous a dit l'association. Oh non, je pense que c'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est un dépôt de plainte. Bon, voilà. Donc en fait. Soit vraiment on nous aide pas, soit on détricote complètement le travail que nous on essaye de faire, soit même carrément au-delà de ces bâtons-là dans les roues, c'est carrément des soutiens aux agresseurs qu'on peut trouver quand les agresseurs sont des amis des personnes syndiquées ou même qui sont directement dans le syndicat. Ça on le voit beaucoup et on en a quasiment tous les mois en fait, particulièrement à la CGT, des cas qui nous sont remontés.
Moi, dernièrement, j'ai quand même des syndicalistes qui ont commis des violences sexuelles et quand la dame est allée remonter les violences aux autres personnes syndiquées qu'elle trouvait qui pouvaient l'aider, ces personnes l'ont dissuadée de justement saisir cette fameuse cellule de veille. Il y en a même qui l'ont contactée depuis le sud de la France pour lui dire « mais tu vas parler, mais fais pas ça, tu vas avoir des représailles, etc. » Donc vraiment, il y a soit de la passivité qui est complètement nocive pour les victimes et pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, soit vraiment des choses activement qui n'aident pas les victimes, quoi. Alors là, le fait de dissuader, on voit bien de la mauvaise volonté, clairement. Sur le fait de donner de mauvais conseils, par exemple, c'est quoi? C'est un manque de formation, de sensibilisation, un manque de culture des VSS? Je pense. En fait, je vois pas trop ce que ça pourrait être. Si c'est pas de la mauvaise foi, si c'est pas pour couvrir des agresseurs, pour couvrir une impunité, etc. Oui, concrètement, quand j'entends le syndicaliste au téléphone lui dire je pense que ça servira à rien, c'est parce qu'il a pas, il a pas la culture du terrain, il a pas appris. Donc ouais, c'est problématique. Et en fait, je pense que une des problématiques là-dessus, c'est que il y a des formations qui sont dispensées par la CGT, nous on en fait une partie. Donc il y a des personnes qui sont formées pendant 1 jour, 2 jours, peut-être un peu plus. Bon, ce qu'il y a, c'est que ça suffit pas. Après, il faut revenir sur le terrain et il faut être plusieurs en fait dans la démarche, parce qu'il y en a beaucoup. Ils sont formés, 1 personne, 2 personnes. Et puis après, quand on est seul à vouloir lutter là-dessus, peut-être qu'on va même affronter d'autres collègues syndiqués, qu'on va vraiment ramer et qu'on va pas pouvoir créer vraiment une culture syndicale de lutte contre les VSS. Et j'ajoute quand même, et ça on le voit pas mal à la VFT ces derniers temps, dans les formations qu'on donne, dans les colloques où on vient, etc., on est en train de dénoter, particulièrement ces derniers temps, un manque de culture syndicale qui nous effraie. Donc, c'est-à-dire que même en fait, la notion des outils syndicaux qu'on peut utiliser pour tout type de cas, elle n'est pas maîtrisée. Donc comment en fait lutter contre les VSST quand de base, on ne sait même pas c'est quoi notre rôle en tant que syndicat et qu'on n'est pas avec un collectif fort pour lutter en interne des structures. C'est compliqué, ça paraît compliqué. Voilà, c'est bon, on aborde tous les sujets qui fâchent. C'est parti. Non, on fait ça aussi pour ça. Vous savez, c'est une maison qui a une culture du débat et de mettre les sujets sur la table. Léa Chamboncel. Oui, moi je voulais revenir sur la question du pouvoir parce que ça a été abordé par vous tout à l'heure, Emmanuel. Vous avez parlé de pouvoir, de rapport de force, etc. Et je trouvais que c'était un angle intéressant à explorer. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la question du pouvoir, de la politique, de la nécessité aussi de dissocier pouvoir et domination. Et je m'interrogeais sur comment finalement un syndicat tel que la CGT pourrait peut-être prôner une culture d'une nouvelle forme d'exercice du pouvoir qui serait effectivement dissocié de ces logiques de domination et promouvoir une culture différente du pouvoir auprès des entreprises, au sein du syndicat même, afin notamment d'assainir les rapports professionnels, parce que ce n'est ni plus ni moins que des logiques de pouvoir qui sont à l'œuvre dans n'importe quel secteur professionnel. C'est valable en politique, c'est valable, on voit encore dans notamment les médias, c'est aussi valable dans le cinéma. On en parle beaucoup avec la tribune, la nouvelle tribune MeToo, on signe et on persiste, qu'il faut saluer. Et dans le monde, ouais. Dans le monde, que vous pouvez encore signer d'ailleurs, qui a été initié par la Fondation des femmes notamment. Donc voilà, il est important effectivement de rappeler que finalement les relations de pouvoir, ce sont aussi les relations professionnelles, ce sont aussi des enjeux de pouvoir, et comment on essaie de déconstruire cette association pouvoir et domination, et quel pourrait être le rôle d'un syndicat comme la CGT dans cette perspective-là. Puisque on a effectivement cette tendance à assimiler pouvoir et domination de manière assez automatique dans l'imaginaire collectif, parce qu'on est habitué qu'à ça. C'est ce qu'on nous propose depuis des décennies, depuis des siècles même, voire des millénaires. Alors qu'en réalité, le mot pouvoir, c'est avoir les moyens de faire, c'est pouvoir agir, et non pas dominer nécessairement l'autre. Donc il y a beaucoup de travail à faire, je pense, à ce niveau-là. Comment réfléchir aussi à la répartition dans les
processus décisionnel, comment casser ces logiques-là de domination et comment faire en sorte d'avoir une répartition plus horizontale aussi de l'exercice du pouvoir. Enfin voilà, des choses qui méritent d'être peut-être réfléchies aussi en interne, mais qui pourraient être aussi des bonnes pratiques à suggérer aux entreprises. Et puis aussi rappeler l'importance de croire toujours en la parole des victimes, parce que les cas dont vous faisiez état, Mathilde, de syndicalistes qui ont été mis en cause dans des affaires de violences sexuelles et sexistes et qu'on a cherché à faire taire les victimes. Et là, c'est des choses qu'on entend dans n'importe quel domaine, hein. C'est valable dans le syndicalisme, c'est valable en politique. Donc voilà, l'importance d'avoir une approche à travers où la victime est au centre en fait du traitement des VSS. Nathalie Pille. Oui, je voulais rebondir à la fois sur ce que vous disiez et ce que vous venez de dire également sur les violences sexistes et sexuelles à l'intérieur de la CGT. À mon avis, c'est la même chose absolument partout, dans toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Et il me semble intéressant justement de pouvoir échanger sur ces questions. Et le constat que vous faites des difficultés qu'ont les femmes à s'adresser à ces cellules d'écoute, on le fait partout, ce constat, dans la fonction publique, dans les entreprises privées, avec cette crainte qu'ont les femmes d'avoir ensuite des rétorsions en termes professionnels. Et nous, en tant qu'association Réseau de Femmes, on a été souvent contactés par les employeurs publics et privés pour nous dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas un SAS avant les cellules d'écoute qui pourrait être l'association? Bon, c'est pas notre rôle non plus. Donc, il y a quelque chose quand même qu'il faut construire là. Il y a un vide et il me semble que c'est intéressant de pouvoir échanger entre les associations, entre les syndicats, entre aussi les employeurs. Dans nos réseaux, on a aussi effectivement les réseaux de femmes employeurs, ce qui nous permet aussi de bien discuter et d'irriguer les propositions qu'on peut faire dans ces réseaux employeurs. Donc moi, je suggère qu'on puisse échanger sur ces questions parce que je crois que c'est résolu nulle part. Et sur la question du pouvoir, moi je partage totalement ce que vous venez de dire, et c'est extrêmement important d'interroger les critères à partir desquels on a construit cet imaginaire général du pouvoir, et vous le disiez très justement, le mot pouvoir, en fait, le pouvoir, ça vient de ministérium. Ministérium, ça veut dire servir l'intérêt général. Donc, l'origine même du pouvoir, c'est servir l'intérêt général. Et ça, servir l'intérêt général, c'est de l'horizontalité. Et c'est très différent de la construction du monde tel qu'on l'a eu jusqu'à présent, qui est une construction verticale, avec la question de la domination, la question de l'extension, la question du plus, du plus gros, du plus loin, et du plus, même dans les carrières professionnelles aujourd'hui, il y a des stéréotypes extrêmement puissants sur qu'est-ce qu'une réussite d'une carrière professionnelle, c'est-à-dire il faut plus monter, plus haut, etc. On n'a pas encore en tête que réussir une carrière professionnelle, ça peut être aussi latéralisé, avoir des compétences qu'on peut avoir ailleurs. Et donc, comment on valorise des carrières professionnelles qui ne sont pas aujourd'hui dans ces stéréotypes de déroulement de carrière vers la plus grosse entreprise, le plus gros poste, le plus gros nombre de salariés, le plus gros salaire, etc. Donc, il faut réinterroger tous ces codes à partir desquels on a considéré que le pouvoir renvoyait à un contenu de dominant. C'est ça, le pouvoir, ça se partage. La domination, pas vraiment. Il vaut mieux la combattre, quoi. Et servir, c'est pas pour soi. Clémence Pajot. Oui, toujours pour prolonger cette réflexion sur le lien entre rapport de pouvoir et lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Moi, ça me paraît essentiel aussi de travailler sur les enjeux. Finalement, l'égalité professionnelle, elle fait consensus. C'est un enjeu qui fait consensus aujourd'hui, sur lequel les syndicats sont quand même bien mobilisés. Et rappeler que justement, ce qui se joue dans les violences sexuelles, c'est un rapport de pouvoir. C'est un rapport de pouvoir entre, notamment au travail, entre souvent dans le cadre d'une relation hiérarchique, mais pas seulement. Et donc pouvoir travailler sur et déconstruire en fait tous les mécanismes de domination qui se jouent au moment de ces violences sexuelles, ça me semble extrêmement important, à la fois pour effectivement mieux
permettre aux représentants du personnel et délégués syndicaux d'analyser en fait ces processus et de comprendre ce qui se joue, de décrypter les mécanismes des violences dans un cadre qu'ils connaissent, qui est celui justement des rapports de pouvoir et des rapports de domination. Et donc il y a vraiment un enjeu pédagogique extrêmement fort à expliciter tous ces mécanismes qui visent finalement quelque part à maintenir les inégalités professionnelles. Les inégalités professionnelles, c'est-à-dire qui se jouent dans ces violences sexistes et sexuelles, c'est encore une fois de perpétuer ces inégalités pro, de renvoyer les femmes à une position inférieure, de limiter leur place dans les milieux professionnels. Et c'est ces mécanismes structurels qu'il faut arriver à démontrer au-delà des cas particuliers. Parce qu'aujourd'hui, finalement, ce qu'on constate et à travers tout ce qu'on se dit, c'est que la minimisation des violences, quelque part, c'est parce que le fait que ces violences sont systémiques, ça n'a pas encore été compris dans notre société, malgré MeToo. Enfin, je pense qu'on a encore énormément de chemin à parcourir. Donc il y a cet enjeu, je pense, de vraiment important au sein aussi des organisations syndicales de faire le rapprochement entre rapport de domination, violences sexistes et sexuelles et inégalité professionnelle. Myriam Lepkiri. Oui, alors trois éléments de réponse sur les sujets abordés. Alors sur l'accompagnement syndical. Alors déjà, je pense qu'on a oublié quand même de parler de toutes ces entreprises dans lesquelles l'accompagnement syndical il n'est pas possible. C'est-à-dire toutes les très petites entreprises, etc. C'est un angle mort incroyable de millions de salariés qui ne peuvent pas du tout être accompagnés à l'intérieur de leur entreprise. Et c'est d'ailleurs un levier de négociation qu'on a mis en œuvre récemment. Il y a quelques mois, j'en parlais encore au ministère du Travail en disant mais nous, il faut au moins que les conseillers du salarié puissent accompagner les personnes victimes et qu'elles ne se retrouvent pas en tête-à-tête avec leur employeur en plus les très petites entreprises, c'est vraiment c'est une structure très très particulière dans laquelle les violences sont d'autant plus importante qu'elle se dénonce très très difficilement. Sur le mal accompagnement dont tu parlais tout à l'heure, Mathilde, alors nous on essaye d'y remédier par le biais des formations syndicales. La formation combattre les violences sexistes et sexuelles au travail, c'est la formation qu'on fait le plus au sein de la CGT. Alors après, tout le monde n'est pas formateur ou formatrice de cette session de formation, parce que comme le disait tout à l'heure Séverine, il faut quand même avoir des compétences particulières sur ce sujet pour pouvoir bien orienter les camarades. Mais par contre, les éléments portés dans ces formations, elles sont claires, elles sont nettes, elles sont précises. C'est l'accueil de la victime et c'est l'enjeu de la plainte. Il n'a rien à voir avec ce qu'on fait syndicalement au travail et dans l'entreprise. Par contre, c'est vrai que quand on fait les formations, pour en avoir dispensé plusieurs, le réflexe de il faut qu'elle aille porter plainte, il est automatique. Il est automatique. Donc, c'est une déconstruction incroyable à faire. À chaque fois, on dit, mais elle porte plainte que si elle en a envie. Mais toi, ça t'empêche pas d'agir syndicalement et de soutenir la victime. C'est une sorte de bonne pratique aussi, c'est ça? De pas forcer la victime. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais moi, je sais pas, peut-être vous avez pas le même entourage que le mien. Mais en tout cas, moi, je vois que quand je parle de ces sujets-là à table ou quoi que ce soit, on me dit, oui, mais elle a pas porté plainte. C'est vraiment un réflexe de société. Apparemment, la justice s'occupe de tout. Et quand on sait le nombre de plaintes classées sans suite, je vous refais pas l'histoire. Mais en tout cas, nous, syndicalement, les informations sont communiquées de manière très claire. La victime n'est pas obligée de porter plainte. Syndicalement, il faut agir. Il faut croire la victime. Et il ne faut pas défendre l'agresseur. Voilà. Donc, c'est très clair. C'est très clair dans les consignes, si on peut parler de consignes données. Et je voulais, je vais pas être plus longue parce que je crois que Pas du tout. Emmanuel Lavignac. Oui, effectivement, là, sur tout ce qui a été dit et ce que tu as eu comme retour est vraiment dramatique. Hein, je suis bien d'accord sur
des camarades qui n'étaient certainement pas formés ou isolés ou je ne sais pas, mais tout ça, c'est un autre débat sur revenir sur le pouvoir, la domination. Et quand on est dans une entreprise, dans une position syndicale, dans quelle position on est, on ne connaît pas la situation, mais c'est pas pour défendre. Mais de toute façon, tout ça est effectivement complètement imbriqué. Et qui amène des fois à des défenses individuelles où un délégué syndical va vraiment agir à côté de la plaque, j'ai envie de dire. Bon, ça c'est une chose. Mais il y a aussi tout simplement que juridiquement on avance depuis très très peu de temps. Qu'aujourd'hui il y a une nouvelle loi, enfin depuis 2-3 ans, sur le fait d'avoir des référents harcèlement et contre les violences sexistes et sexuelles dans les entreprises. Et pour l'instant, il y en a encore très peu. Et je pense qu'en dehors de la lutte qu'on peut faire externe, de former les camarades, il y a aussi d'implanter des vrais référents. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que ça a été fléché comme ça, d'avoir des vrais référents sur ces sujets-là. Donc il se trouve que justement à l'UGICT, en partenariat et grâce au ministère d'égalité femmes-hommes et d'égalité des chances, on a été lauréat on a répondu à un concours, en fait, un appel d'offres qui nous permet de pouvoir développer, on va développer des vraies formations pour les référents. Pour l'instant, on travaille avec l'ANACS, ça n'existe pas encore à la CGT sur 3 ou 4 jours, je ne pense pas, mais à l'UGICT, on est en train de le faire. Pourquoi c'est pas pour faire un pas de côté, mais pour effectivement, dans ces formations-là, il faut d'abord qu'on implante des gens dans les CSE, qu'on les forme vraiment pour qu'il y ait plus ce genre de gap que vous avez connu, où on va voir un syndiqué qui n'est pas forcément formé, qui va être délégué syndical, qui n'est pas forcément quelqu'un qui est au CSE, parce qu'il y a toute une complexité qu'on n'a pas voulu, mais que vous connaissez à la VFT sur le Code du travail, et d'avoir des gens qui soient vraiment spécifiquement, de même qu'en Espagne, où ils sont beaucoup plus évolués, pas sur le Code du travail, mais ils avaient mis, je ne sais plus si ça existe encore, des tribunaux spéciaux pour juger les violences sexuelles et sexuelles. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont professionnels de ça, j'ai envie de dire. Alors nous, notre but, c'est pas de faire des professionnels, mais oui, il faut quand même arriver à former convenablement, on est d'accord. Il faut aussi retourner vers les salariés. Donc, dans le même ordre d'idées, donc en plus des formations de référentes qu'on est en train de construire, et d'ailleurs, ça ce sera diffusé en mai 2025 dans le cadre de l'Institut, avec le cadre de l'Institut du Travail à la Bourg-la-Reine. C'est là où on forme les syndiqués, pour ceux qui ne sont pas au courant. On a mis aussi en place des consultations, parce que c'est vrai qu'il faut consulter aussi les salariés pour connaître dans une entreprise, parce que c'est un moment, tu en parlais, les violences sexistes et sexuelles, c'est très très rare que les femmes viennent nous en parler ou en parlent même autour d'elles, et encore moins manager. Envoyer une consultation anonyme, ça peut être le moyen d'avoir un retour. Donc on a fait un générateur d'enquête en ligne, c'est-à-dire que les syndicats ou les CSE peuvent nous contacter, nous demander qu'on leur envoie le lien, et les salariés, ils peuvent l'envoyer dans leurs entreprises pour que les salariés répondent, et de façon totalement anonyme. Et ça permettra aux syndicats ou aux membres du CSE de savoir s'il y a des violences dans l'entreprise. On l'a déjà construit, il a été déjà distribué dans des entreprises. Là aussi, je signale, parce que c'est pas aussi simple non plus, notamment une entreprise particulière où l'employeur a dit « Ah non, si jamais vous balancez ça dans mon entreprise, si jamais il y a un retour et que quelqu'un dit qu'elle a eu, qu'une femme notamment, parce que majoritairement ce sont des femmes, un viol ou une agression sexuelle, vous serez responsable. » Là aussi, tu parlais de culture syndicale ou de culture juridique, en fait, je dirais plus ça. C'est que ça peut tout simplement effrayer un délégué syndical ou juste un élu du CSE, où on lui dit tu vas être responsable, qu'est-ce que je fais? Bon, en fait, il y a aussi une énorme... parce que tout ce dont on parle, il y a la difficulté syndicale et nos manques, mais on l'a bien compris, il y a une énorme opposition patronale, mais énorme. Parce que tu le vois, voilà. Donc, de savoir pour une entreprise qu'elle va devoir gérer des agressions sexuelles ou des viols potentiels qui auraient eu lieu ou qui ne sait pas, et qui doit devoir faire une enquête, qui va devoir agir parce que c'est de sa responsabilité, vous comprenez bien que là, c'est vraiment la dernière chose dont il a envie. Donc, on essaye par ce biais-là aussi. Et d'ailleurs, je le dis pour les personnes qui sont là, si vous voulez avoir cette enquête et la diffuser dans votre entreprise, n'hésitez pas à revenir vers nous.
Et les personnes qui nous écoutent en podcast. Et les personnes, oui, j'oublie, moi, excuse-moi, je suis pas encore en 3D. Effectivement, pour les personnes qui nous écoutent en podcast, et pour pas les effrayer non plus, c'est que quand on a eu comme ça des blocages en distribuant cette consultation, on a tout de suite rassuré les camarades en disant oui, effectivement, il peut y avoir quelqu'un, parce que c'est quand même le but, qui va déclarer avoir subi une agression sexuelle. Vous n'êtes pas obligé parce que la personne respecte l'anonymat. Ce sont des questionnaires anonymes. Et si ce n'était pas anonyme, il y a des chances que les femmes ne répondent pas. Donc vous avez l'obligation en tant qu'élu de déclarer à l'employeur il y a quelque chose chez vous, d'accord, mais vous n'avez pas à lui donner la donnée pour savoir quelle est la personne qui l'a dit. Parce que sinon, de toute façon, pourquoi ? Parce que ce serait la fin des questionnaires anonymes, et tous les questionnaires en fait dans le monde du sondage, quand c'est anonyme, vous êtes protégé spécifiquement. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui sont en podcast, effectivement. Mathilde Cornette. Pour rebondir, effectivement, la question de la violation de la confidentialité des victimes, c'est un vrai problème qu'on retrouve sur le terrain. Mais je voulais rebondir sur la question des référentes, parce qu'effectivement, les référentes harcèlement, ça peut être un outil. Ce mandat-là, en fait, ça peut être un outil syndical potentiellement intéressant pour lutter contre les VSST. Mais pour vous remonter deux choses que nous on voit actuellement sur le terrain. Première chose, c'est que ce mandat, il n'est pas du tout défini. Et en fait, les employeurs, ils ont pas mal tendance à rejeter sur les personnes qui ont ce mandat-là, finalement, les obligations de l'employeur. Voilà. Et donc, que ces personnes-là, en fait, elles sont mises dans une position où elles doivent, à minima, participer aux enquêtes. Ce qui est complètement en fait dissonant avec le fait d'avoir un mandat pour accompagner les victimes. Donc il y a vraiment quelque chose là-dessus à faire particulièrement attention syndicalement pour faire en sorte que le patronat n'essaye pas de grappiller du terrain et de déléguer ses obligations. Et deuxièmement, on voit que effectivement c'est un mandat, donc une personne en général, peut-être un peu plus pour les grosses entreprises, et du coup toute la charge est mise sur les épaules d'une personne, et du coup toutes les personnes du CSE se détachent de la question de la lutte contre les VSST. Donc on a une personne qui est seule pour accompagner des victimes, et quand on est seul, c'est complètement une mise en danger pour ces personnes-là qui ont ce mandat. Et en plus de ça, ça dépolitise complètement la lutte, ça empêche de faire une lutte vraiment collective et d'utiliser vraiment correctement tous les leviers syndicaux qu'on pourrait utiliser, notamment la grève, etc. Enfin, tout ce que vous pouvez connaître. Voilà. Clémence Pajot, en mot de conclusion. Écoutez, moi je pense qu'on a clairement, on progresse. Et merci pour la manière dont vous vous êtes saisi de ce sujet au niveau national, et comment certains syndicats s'en sont saisis au niveau local aussi, on le constate. Nous, on est à vos côtés, bien sûr, alors plutôt dans l'intervention auprès des employeurs, puisque nous, on nous sollicite surtout sur des sensibilisations auprès des managers, des salariés. C'est aussi le moyen de faire connaître leurs droits aux salariés et de les renvoyer vers aussi le cadre syndical, et de leur rappeler effectivement comment la loi, ce que la loi permet, et de mobiliser ces cadres, c'est extrêmement important. On est là aussi pour informer les victimes de leurs droits, et on joue ce rôle dans un certain nombre des établissements d'enseignement supérieur, mais aussi dans des entreprises ou des administrations. Nos associations sont aussi là parfois pour être des relais, des cellules de signalement. C'est pas le rôle de l'entreprise que d'accompagner les victimes. Alors bien évidemment, les délégués du personnel peuvent conseiller et doivent conseiller, c'est essentiel. Mais tout le travail d'accompagnement des victimes dans la reconstruction, nos associations spécialisées peuvent le réaliser. C'est souvent malheureusement le temps long en fait qui permet aux victimes de se reconstruire, et c'est important qu'on puisse travailler ensemble main dans la main pour accompagner les victimes dans ce travail aussi de reconstruction, de sortie des violences, et de parfois malheureusement aussi retrouver un travail et être accompagné sur ce processus-là. Nathalie Pi. En conclusion, je dirais qu'on travaille sur des sujets communs.
Et il me semble que ce serait très intéressant qu'on puisse creuser davantage nos réflexions et nos capacités à agir sur ce sujet. Dans les réseaux professionnels féminins, vous avez à la fois des femmes dirigeantes, des femmes patronnes, vous avez aussi des femmes syndiquées, des femmes qui sont à la CGT, et donc comme dans d'autres syndicats. Et donc cette population est très différente. C'est une population qui est partout, mais qui spécifiquement travaille sur la question de l'égalité femmes-hommes à l'intérieur des entreprises et des administrations. Et je pense qu'on a vraiment de quoi partager pour pouvoir avancer plus vite sur ces sujets de violences sexuelles et sexistes qui sont, comme on l'a dit à plusieurs reprises, tout à fait systémiques. Et donc, précisément parce que c'est systémique, il faut que toutes et tous, on travaille sur cette question. Et il n'y a pas que la question des violences qui est systémique. On pourra aborder ça peut-être dans une autre réunion. Mais il y a évidemment la question de la parentalité, la question de la maternité, qui est une question absolument systémique. C'est l'éléphant au milieu de la pièce qui n'est traité absolument par personne d'un point de vue global, puisque ça, évidemment, repose uniquement sur les épaules de la personne qui annonce sa maternité à son employeur. Et ensuite, on bricole alors que 95% des femmes qui sont en emploi auront un jour un, voire deux enfants. Donc il y a des sujets absolument systémiques qui concernent toutes nos organisations. Et voilà, je vous remercie de m'avoir invité à cet échange aujourd'hui, parce que, en tout cas pour nous, c'est extrêmement riche de pouvoir discuter avec vous. C'est nous qui vous remercions. Léa Chamboncel. Merci beaucoup pour ces échanges, pour ces réflexions. C'était vraiment très intéressant de voir aussi tout ce qui est fait, notamment par l'organisme qui nous accueille aujourd'hui et les associations représentées. Moi, je voulais ouvrir le débat, puisque de toute façon, il nous reste encore 2 heures à peu près, c'est ça ? Ouvrir le débat sur une question qui n'a pas été abordée et dont les syndicats devraient impérativement se saisir, c'est la question du travail reproductif. Qui est un peu aussi au cœur des inégalités de genre et qui mériterait d'être vraiment porté par des syndicats, puisque c'est assez important. On a vu plus ou moins la question émerger effectivement pendant la réforme des retraites, mais aussi au lendemain avec la mise en place d'une grève féministe qui était assez novateur en France. Ça vient beaucoup d'Amérique latine notamment et d'Argentine où ça a été mis en place dans les années 2016. Donc voilà, comment réfléchir à une grève sur le travail reproductif. Je vous conseille des travaux de chercheuses comme Silvia Federici, etc., qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là et comment les syndicats pourraient être force de proposition sur ça. Alors, désolée, je pense que ce débat, on l'aura peut-être plus longuement à un autre moment. Moi, je voulais juste profiter du temps qui m'est donné pour vraiment remercier toutes les copines et les copains qui s'investissent en fait sur les questions de combat des violences sexistes et sexuelles, aussi bien au travail qu'à l'intérieur de la CGT. On l'a vu, il y a encore beaucoup de boulot devant nous, donc ça, c'est bien. On ne va pas s'ennuyer dans les années à venir, c'est très, très positif. Après, on a aussi. Très long en plus. C'est un travail très long, c'est un travail pied à pied, c'est un travail de conviction, c'est un travail qui nous anime énormément et pour lesquels on ne va pas lâcher. Et je pense qu'on va dans le bon sens parce qu'à chaque fois, on regarde un peu ce qui ne va pas, mais quand on regarde dans le rétroviseur, il y a eu des progressions incroyables au sein de notre organisation, mais aussi au sein de la prise en compte des violences sexistes et sexuelles par les militants dans les entreprises, en tout cas. Je voudrais juste dire qu'il y a un travail aussi qui est fait avec les autres organisations syndicales, associatives et politiques menées sur justement la gestion de la complexité de l'itinérance des agresseurs. Parce que nous, avec franchise, je pense que c'est clair, l'adhésion à la CGT, elle est remise en cause et elle se pose quand un agresseur est dans notre syndicat, mais il arrive qu'il se syndique, par exemple, dans une autre organisation syndicale ou qui porte d'autres mandats politiques ou qui soit aussi investi dans le domaine associatif. Et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille et qui me semble très, très important. Question d'organisation et de protocole aussi.
Caroline Dehaze parlait de protocole tout à l'heure, et c'est pas du tout une question de psychorigide d'avoir des protocoles, c'est la garantie d'avoir des règles qui fonctionnent et qui sont les mêmes pour toutes et tous. Merci encore à vous 6 pour cette table ronde grand format qui vient clore ces rencontres d'options. Merci à vous Emmanuel Lavignac, Myriam Lepkiri, Mathilde Cornette, Clémence Pajot, Nathalie Pi et Léa Chamboncel. Et merci à vous, amis auditrices, amis auditeurs sur place ou à emporter. Un salut fraternel au CEDIAS Musée Social qui nous a accueillis dans sa grande salle. Et puis évidemment à toute l'équipe qui a préparé ces tables rondes et dont je ne suis qu'un petit morceau de voix. Abonnez-vous donc à ce podcast, lisez la revue Options et à très bientôt. Salut.